Je continue cette présentation du livre La politique et la science dans le chapitre 16 où j'ai parlé la dernière fois d'une science de la gouvernance. Je pense que l'on peut établir une science de la gouvernance qui se base sur une machine, un pilote. La machine, c'est l'appareil d'État, le pilote, c'est le conducteur qui conduit la gestion et la destinée des peuples. Et il y a une compétence, il y a un savoir, il faut comprendre la machine et il faut avoir des compétences et d'autres compétences pour diriger cette machine. Donc, en décrivant cette science de la gouvernance, il est possible d'arriver à une vérité de type hologramme, c'est-à-dire que tout concourt par rapport à une bonne décision. Et donc, je remets en cause la notion des sociétés en conflit, mais c'est plutôt les sociétés en collaboration, en coopération, et c'est ce que l'on fait, contrairement à une mauvaise idée de la politique. La politique, c'est aussi de la bonne coopération. Quand il y a l'affaire du Covid qui fait l'actualité, eh bien, tous les peuples du monde s'accordent sur des mesures à prendre pour s'organiser, pour stopper cette pandémie. Donc, ce côté coopération fait l'essentiel de la relation des États. Et il faut arrêter de voir les idées de communautarisme. Ce sont les excessifs, les extrêmes qui, qui essayent de se protéger ou de se défendre de cette manière. Donc la tendance du monde, la gouvernance, c'est aller dans la coopération, autant que pour le Covid, la protection des ressources, la redistribution des richesses, la préservation du capital, etc. Donc j'ai décrit cette méthode, cette science du gouvernement avec un appareil d'État du général, de la fonction des fonctions, et c'est une spécialisation en elle-même parce que c'est une compétence avec des objectifs et une description de l'État qui est extrêmement savante. Alors, j'ai parlé aussi des fonctions de cette gouvernance avec des descriptions extrêmement savantes. Ça devient donc la fonction des fonctions vitales d'une population ou d'une existence. Je parlerai plus tard du mot existence. Alors, dans ce chapitre concerne la fonction de la gouvernance, mais dans le prochain chapitre, je vous parlerai de la description sociale, et au lieu d'utiliser le mot social, je dis la description de l'existence. Parce que l'existence ne concerne pas uniquement l'être humain, mais c'est tout un contexte de ressources vitales. L'être humain n'est pas seul sur cette planète, et il ne durerait pas s'il était seul. Donc il a besoin de la participation des autres. J'anticipe un peu sur le prochain chapitre pour dire que la société, la croissance n'est certainement pas un graphe, n'est certainement un taux de pourcentage. La croissance est un cycle et l'existence est cyclique. Et donc c'est un système de cycles en spirale, qui évolue en spirale concernant les différentes existences, et on pose l'appareil de fonctionnement existentiel à la manière de manière mécanique. Et donc ça nous permet de ne plus parler de sciences politiques, mais de sciences politiciennes, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un ingénieur qui travaille sur un appareil. Quand on comprend comment fonctionne l'appareil, alors on sait comment agir sur les contradictions, sur les nœuds, pour les dénouer. Et ça, c'est vraiment l'essentiel des prochains chapitres. Alors, donc, je suis toujours dans le chapitre précédent sur la science de la gouvernance. J'ai parlé de la puissance des États, j'ai parlé de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance dépend d'un bon appareil et dépend bien sûr d'un bon gouvernant qui suppose une formation, etc. Et comment aboutir donc la bonne gouvernance, c'est le côté performant. Ensuite, nous avons des méthodes. J'ai parlé des méthodes démocratiques, de démocratisme participatif. C'est important d'avoir des échanges et des fluctuations, des reflux de la base de l'infrastructure vers la superstructure ou de la base vers l'État, etc. J'ai même fait des recommandations par rapport à des requêtes civiles qui pourraient être portées à la manière des requêtes judiciaires pour contribuer à l'amélioration du collectif, pour une économie de l'économie. Voilà. Donc c'est une participation et il faut arrêter de nous mettre des barrières. Les êtres humains ne sont pas des veaux. Il y a parfois de bonnes idées, il y a des vocations altruistes, il y a une volonté d'intérêt autrui, d'aider autrui, de contribuer à la collectivité. Et le politique se donne obligation d'écouter. Donc j'avais donné plusieurs exemples.
où le civil se retrouve complètement inentendu et puis finalement ça va nulle part. Alors, une autre fonction de la politique, c'est la prévention. Alors, la prévention n'est pas une idée nouvelle. Donc, j'étais arrivé là la semaine dernière ou il y a quelques jours. Donc, la prévention n'est pas une idée nouvelle. Donc, j'ai cité Cicéron, depuis longtemps l'idée de prévenir et donc elle concerne l'idée de prévention concerne surtout la défense. C'est toujours la défense d'une guerre contre autrui. Donc c'est toujours autrui qui veut nous agresser et nous devons nous défendre. Donc c'est un peu la perception et cette perception guerrière est historique. Alors j'ai cité dans le bouquin Clausewitz qui disait si tu veux la paix, prépare la guerre. Et ça, on le sait dans notre comportement, c'est-à-dire qu'il faut mettre des limites à tous les individus et au niveau de la collectivité, c'est pareil. Machiavel résumait il n'y a pas de bonne politique sans bonnes armes. Donc il faut toujours l'idée de la guerre pour se préparer, pour se protéger et se développer. Donc la guerre, c'est la peur d'autrui, l'angoisse de la conquête, la peur des invasions, du pillage, des attaques, qui appelle à une prévention contre autrui. Plusieurs fois, ces craintes de guerre, bien entendu, ont eu pour conséquence des batailles, des tensions politiques, des guerres. Et donc les guerres sont souvent à l'origine de troubles politiques, d'ambitions de puissance, de menaces militaires, d'actions de représailles, d'actions de boycott, de sabotage ou d'attaques préventives. Alors, les soucis de sécurité ont toujours préoccupé les politiques publiques. Elles impliquent de lourds investissements qui supposent une organisation des armées avec des casernes, des stocks, des infrastructures, des aménagements, des réserves, des plans de stratégie, des plans de bataille, de défense, des innovations technologiques, des machines infernales. Et à ce jour, la défense militaire est toujours l'objet de mobilisation des ressources nationales, des énergies collectives et des budgets d'État. Les dépenses militaires ont été des facteurs de progrès technique. Quand vous pensez que, par exemple, tous nos progrès sont dus à la Deuxième Guerre mondiale, ça, vous le savez. Donc il a fallu mettre en place des mécaniques. Et je pensais tout simplement à l'avion à réaction. Eh ben, c'est une invention de la fin de la guerre qui nous permet aussi de voyager. Est-ce que s'il n'y avait pas eu les deux guerres mondiales, est-ce que nous aurions eu ce mode de vie? Je ne sais pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, des banals instruments de la vie collective, comme par exemple les transistors, les radios, tout ça, ça provient de nos technologies. Même le micro-ondes, récemment, vous savez, le micro-ondes est une invention d'il y a quelques années. Enfin, ce n'est pas une invention, c'est une, c'est une adaptation d'innovation technique qui a été faite dans le cadre militaire. Donc l'adaptation des progrès sont créatives, sont des facteurs de progrès, d'énergie. Alors j'ai cité dans le bouquin, j'ai cité le micro-ondes, j'ai cité l'Internet par exemple aussi, et le produit de l'ordinateur aussi, tiens, l'ordinateur. Par exemple le PC que j'ai, la mémoire représente à peu près tous les appareils d'État, par exemple de la CIA dans les années 50. Enfin, on a réussi à faire un micro, comment dire, à rendre petit des capacités énormes. Et donc, la technologie militaire a souvent servi le progrès civil, le progrès technique. Alors, donc, la permanence de la guerre enfin, l'histoire de la guerre est une permanence de l'histoire, et c'est bien sûr toujours à cause d'autrui. Face aux menaces sécuritaires, rien n'est inédit. L'armement nucléaire justifia la logique de dissuasion et une folle course au désarmement. L'arsenal était capable de pulvériser la planète une centaine de fois sous d'une autorité mise sous l'autorité de quelques présidents,
Donc c'est assez perturbant pour l'existence des vivants. La course aux armements s'est interrompue en raison de l'incohérence de sa stratégie. C'est-à-dire que quand je vous ai cité l'exemple de la guerre, pour un banal, par exemple, si on cite l'exemple de la guerre franco-allemande, je crois qu'elle était due à une dépêche ou une fausse dépêche ou à une interprétation de dépêche qui a conduit l'Allemagne et la Prusse, plutôt dirait-on, à la guerre franco-allemande de 1870. Donc à cause d'une dépêche, à cause d'une manipulation de dépêche, on a eu la guerre entre la France et l'Allemagne. Donc vous voyez, parfois c'est un petit... Mais bon, il y avait des tensions politiques, et puis on leur donne l'occasion de la guerre. La Première Guerre mondiale, c'est pareil. Plusieurs fois, on a mobilisé, on était en conflit entre l'Allemagne et la France, et puis il y a eu cet assassinat de l'archiduc en 1914, et alors qu'on croyait que l'été arrivait, qu'on allait en vacances, etc., on s'est dit, allez, on va une bonne fois pour toutes régler leur compte à ces qu'on appelait à l'époque les Boches, on va leur régler leur compte et on revient pour les moissons. Et on s'est engouffré dans une guerre de 4 ans. Et après cette horrible guerre, il a fallu faire une deuxième guerre parce que les autres ont eu un esprit revanchard, etc. Donc vous voyez, la guerre peut avoir un déclic pour rien du tout. Alors quand vous avez des armements nucléaires entreposés entre la Russie, l'URSS et l'Amérique, et vous imaginez bien que ce pouvoir, il est entre les mains d'une personne. Et par exemple, plusieurs fois, le président des États-Unis a menacé d'intervenir. Autant dans la guerre de 1973, la guerre du Kippour. À un certain moment, les Russes auraient aidé les Égyptiens et les Américains auraient dit attention, si vous continuez, on tire l'arme nucléaire. Plusieurs fois, il y a eu de Kennedy aussi dans la fameuse guerre de la crise de Cuba. Il était sur le point d'appuyer sur le bouton rouge. Donc vous voyez, c'est une puissance énorme, et à cause d'un petit problème, on risque de déclencher une guerre, mais cette fois-ci, c'est une guerre nucléaire qui peut pulvériser la planète. Pas une bataille, hein, c'est pas une bataille avec ces milliers de morts, c'est vraiment la planète et l'existence que l'on met en cause. Ok, donc là, depuis on s'est démilitarisé, le monde semble en paix depuis une cinquantaine d'années, les rancunes de la guerre s'étaient apaisées, le capitalisme gagnant dans tous les pays, les idéologies nationales périmées, les deux grands calmés, la Chine intégrée, les conditions du monde semblaient changer. Plus que jamais, l'égalité de droit, l'idéal du genre humain, les conditions d'éducation et de l'économie ont été déterminantes pour le bien-être social, la vie civile et la paix civile. Voilà une résurgence de guerre éparse au Kosovo, en Ukraine, en Crimée. Ce texte avait été écrit donc en octobre 2019. Je l'ai actualisé mais j'ai quand même gardé l'ossature du texte. Donc je relis les exemples qui m'avaient été inspirés à l'époque. Voilà une résurgence donc de conflits éparses au Kosovo, en Ukraine, en Crimée, qui ont pris fin. Alhamdoulilah, un peu de vocabulaire. En revanche, la pandémie des conflits du Proche-Orient semble interminable, putréfiée à sa base au nom des injustices qui revendiquent la légitimité d'un combat permanent et qui trouvent leur raison d'amplification. Elle nous renvoie à leur souffrance avec le terrorisme, les mouvements de population, la crise des migrants réfugiés. D'autres guerres se poursuivent sous le silence des agneaux, en Afrique ou en Asie, au Congo, en Birmanie ou en Inde. On en parle beaucoup moins. Il y a quand même des conflits assez brutaux. Alors, les dictateurs n'inquiétaient pas. Donc, quand c'était des dictatures, il y a une idée que je dis dans ce chapitre, c'est que les dictateurs tenaient les États. Il faudrait que j'inverse un peu, parce que c'est le moment de placer cette idée. Les dictateurs dominent des États, dominent des peuples, mais ils sont pacifiques à l'égard du monde. Donc ils n'utilisent pas les armes contre autrui. Mais quand on déstructure les dictatures, alors on décentralise le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir n'appartient pas à un dictateur, le pouvoir militaire, en tout cas le pouvoir de nuire,
et entre les mains de gens qui n'ont aucune représentation. Alors, les dictateurs n'inquiétaient pas lorsqu'ils ne disposaient pas de puissance exécutoire, mais l'inégalité conduisait les moins nantis à combler leurs déficits avec les armements chimiques, bactériologiques, interdits par la Convention de Genève. Ils recourent donc à des méthodes de lâcheté peu coûteuses ou des armements de destruction massive. Les dictateurs n'ont pas, ou exceptionnellement, usé de ces armements contre autrui. Bon, en Syrie, c'est vrai qu'on dit que Assad a utilisé ça contre sa population, et c'est ce y aurait, enfin, ça a été la justification pour attaquer la Syrie. En revanche, la tentative de détruire les dictatures politiques conduit à la déstructuration des pouvoirs, dressant de nouvelles inquiétudes. Les forces exclusives de l'armée nationale sont démantelées ou confisquées au profit de groupements armés. La guerre n'était plus le privilège des nations, de main exclusive d'un président dictateur ou d'un chef d'État. Des groupes armés récupèrent une puissance de feu et conduisent leur guerre privée avec leurs moyens lâches et économes. Le terrorisme a été utilisé comme moyen de guerre nuisible et peu coûteux. En fait, il fait les dégâts de la guerre, le terrorisme. C'est-à-dire qu'il perturbe les populations, il inquiète et il perturbe parfois les pouvoirs. Alors, le terrorisme draine la terreur civile en clamant des slogans d'appartenance identitaire. Les faiseurs de mal détournaient leurs actions sur des cibles civiles de lieux populaires et inattendus pour faire exploser un avion en vol, une piste de danse en discothèque, un trajet d'autobus, un lieu de gare, un marché, un métro, un aéroport, une mosquée. Ces attentats drainent la panique sociale et visent la déstabilisation politique. Les groupuscules politiques portent aisément des revendications identitaires à l'échelle, des revendications individuelles à l'échelle identitaire. Et c'est là où ça devient grave, ils recrutent, enfin tout est grave, vous me direz, mais là encore une autre gravité qui nous concerne, c'est qu'ils recrutent dans le registre de la population légale et trouvent l'adhésion de quelques esprits dissipés qui s'éclateraient d'un prétendu courage contre l'injustice. À l'initiative de maîtres assassins, les apprentis criminels entendraient venger les victimes ou défendre leur religion après un stage d'armement au soleil pour sacrifier leur minable vie et retrouver l'idéal d'un paradis de Dieu. C'est ahurissant, mais il suffit de peu de gens et de peu d'argent, de quelques cruches volontaires les plus tourmentés par l'existence. Les groupuscules avaient manipulé et maquillé leurs interventions par des agences publiques. Aujourd'hui, les terroristes sont incontrôlables puisque les mauvaises convictions sont à investiguer dans l'intimité des cerveaux. De nouvelles technologies permettent de surveiller nos mouvements, nos vies privées, afin de détecter les loups solitaires. Des moyens nouveaux que nous n'imaginerions pas sont probablement actifs à notre insu. Les conditions de la terreur ont modifié nos attitudes. Enfin, bref. Alors, les esprits maléfiques communiquent la responsabilité des politiques stratèges des classiques, de l'Amérique, de l'Angleterre, de la France, d'Israël. Ils ont justifié la violence pour frapper au hasard par des méthodes obscènes héritées de la guerre. La violence a été moyen de gagner le pouvoir politique en justifiant de ses propres crimes. Il serait long à évoquer le récit de l'influence des groupements armés dans les prises de pouvoir des bolcheviks, des assassinats de leurs goons, des criminels de la Toussaint Rouge, des phalanges, des tueurs du GIA, des Boko Haram. Et donc les exemples sont nombreux. Dans l'implacable logique, la violence démissionnerait les pouvoirs bourgeois ou coloniaux et habillerait de gloire les nouveaux conquérants. Donc cette logique de violence finit par aboutir. Et donc il faut une contre-violence pour l'arrêter. Et voilà, donc j'ai cité quelques exemples par rapport à cela.
Bon, j'ai cité l'Algérie et j'ai cité le cas d'Israël. Israël, elle, ne lâchera pas, quelle que soit la manière dont elle aurait acquis le pays. Mais pour eux, c'est un État qui existe et qui va rester, qui va durer. Il a dû confronter le nationalisme palestinien qui croyait que la violence arriverait à un terme. Donc, puisque j'ai commencé à parler d'Israël, alors il faudrait que je dise clairement ce que j'ai dit, parce que le pays expérimenta de nouvelles méthodes, déploya ses moyens pour gagner la bataille contre le nationalisme palestinien ou contre le terrorisme. Vous voyez. Donc, ce que les uns croient être du patriotisme, mais il n'est patriotisme qu'en cas de victoire. En cas de défaite, c'est du terrorisme. Et, euh, et voilà. Donc, tout ça, toutes ces méthodes nous viennent du Proche-Orient. Et alors, le terrorisme commence à frapper, à dépasser le cadre du Proche-Orient. Puisqu'au début, il était dirigé contre les Israéliens, contre les Juifs. Aujourd'hui, il a été retourné contre les musulmans. Vous ne pouvez pas non plus avoir toujours la même victime. Et puis aujourd'hui, il s'est étendu sur l'Afrique, il s'est étendu vers l'Amérique lointaine. Les attentats du 11 septembre ont constitué un énorme choc. Les pays de l'Est, de l'Afrique de l'Est, du Kenya, de la Tunisie, de l'Europe ou du Mali, qui ignoraient ce genre de terreur aveugle et imprévisible, des attentats frappaient l'insouciance citoyenne dans une file d'attente, un lieu de musée ou d'une plage. Les auteurs instrumentalisés par la victimologie, ou bon, il n'y a pas que la victimologie, il y a aussi des dessins d'idéologie ou d'appartenance, et il faut être cruche pour y adhérer. Et donc les assassins n'hésitent pas à se clamer de l'islam. C'est très grave. Est-ce qu'on est musulman quand on tue? C'est clair que non. Mais quand on se revendique de l'islam, lorsque des tueurs se revendiquent de l'islam, c'est très très grave parce que les musulmans, certaines cruches, vont peut-être croire. Et c'est le piège dans lequel tombent les médias, puisque les médias dénoncent maintenant une religion, l'origine des criminels, leur origine. Il y a quelques jours, là, c'était un Tunisien, il y a quand même, en ce moment, des réflexions sévères contre la Tunisie. Est-ce que ce serait un nouveau foyer de terrorisme, puisque à Nice, c'était un Tunisien, en Allemagne, c'était un Tunisien, et il y a une semaine, là, c'était encore un Tunisien qui a tué une gendarme. Est-ce que c'était un crime d'intention politique ou d'intention personnelle? Parce que ça aussi, il faudra préciser. Mais les journaux confondent. Et certains médias impertinents s'engouffrent dans le piège, pris entre l'obligation d'informer et la manipulation conséquente. Parce que ces groupements terroristes, leur but, c'est qu'on parle d'eux. Donc il faut tuer pour que l'on parle d'eux. Alors, la sécurité, certains intellocrates officient quotidiennement sur l'audiovisuel et l'Internet contre les minorités et la religion au nom de la liberté d'expression et de la laïcité pour désigner des gens à la vindicte et prétendre à une défense de la démocratie. Là aussi, c'est les mêmes abus. C'est-à-dire qu'on se permet une outrance au nom de la démocratie. Les autres se permettent de l'assassinat au nom de la religion, et ceux-là se permettent l'outrance au nom de la liberté d'expression. La parole armée s'est justifiée de terrorisme pour dénoncer des citoyens pris dans leurs difficultés quotidiennes, qui ne savent ni entendre ni répondre. Donc les petits citoyens qui font leur course au marché pour bouffer, parce que ça c'est l'essentiel de l'existence, ils sont dénoncés comme s'ils étaient à l'origine de tous les malheurs du monde, alors qu'ils ont à peine de quoi boucler leur fin de mois. Donc ce n'est pas moins qu'un armement des colères et des injustices contre une communauté qui appellera à d'autres violences. À leur insu, les médias reportent une agressivité civile, conduisent à des violences physiques, déciment les populations, font des négations aux minorités, deviennent complices des extrêmes et n'auront d'aboutissement que la violence.
les fausses nouvelles, les manipulations d'informations, de photos, construisent des haines. Ça, c'est sur l'Internet, hein, c'est horrible en ce moment. Elles visent toujours les mêmes groupements. Vous avez un incendie dans une pompe à essence et on vous dit, tiens, ce sont des chrétiens qui ont été tués par des musulmans. Eh bien, vous voyez, on fait dire à des photos des choses qui ne correspondent à rien et il n'y a aucun contrôle. Ces photos continuent à être diffusées avec leur légende. Et où est le Marx? Où sont les organisations de mise en garde, les associations de contrôle? Où sont-elles? Où est le Marx? Où est la police de l'Internet? Et en fait, de telles informations qui nourrissent la violence civile devraient être soumises à contrôle et à des astreintes judiciaires. Donc on publie de tels documents. Moi, je reçois régulièrement des fiches, en tout cas sur Internet pour le moment, mais c'est horrible. Alors, d'autres. Bon, alors on a parlé des menaces militaires, mais il n'y a pas que les menaces militaires. C'est-à-dire que l'objet est de prévention. La prévention, c'est toujours le côté militaire, mais il n'y a pas que le militaire. D'autres dangers menacent l'existence. Alors, d'autres menaces prennent le regard, prennent un autre regard que la prospective entreprendrait d'identifier. Les préventions sécuritaires visent les menaces contre l'environnement, les pollutions extrêmes, les bouleversements climatiques, les dangers sanitaires, les ruptures budgétaires, les ruptures de production, les perturbations sociales, le mal-être social, les ressources économiques, la radioactivité, l'éclatement de l'écorce terrestre, les revendications identitaires, les déraisonneurs exécrables qui officient au grand public, les menaces qui proviennent de nos sciences et de nos technologies, de recherche de laboratoire, de mutations génétiques, de cancers, de vaccins, etc., etc., et que sais-je après. Donc, à l'époque, j'avais écrit, au hasard de l'actualité, la toxfolia fut une algue tueuse autoreproductive qui menaça les fonds marins de la Méditerranée. La plante s'avéra de création humaine, servant les aquariums du musée océanographique de Monaco. Qui a été accidentellement rejeté en mer Méditerranée et qui a complètement pollué la flore marine. Le sida serait provenu de manipulations moléculaires improbables sur le vaccin de la poliomyélite. La catastrophe de Fukushima n'aurait pas révélé l'ampleur du massacre. L'actuelle pandémie du coronavirus, donc c'était mars 2020, serait originaire d'une manipulation de laboratoire. Elle représente un exemple concret de menace publique et prend une dimension inédite. Donc, les menaces sont l'objet d'un secteur de la politique, c'est le domaine de la prospective, de la prévention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous menace? La guerre, oui, la guerre nous menace, mais il n'y a pas que la guerre. Aujourd'hui, il y a d'autres... on ne peut plus se permettre la guerre d'abord. Toute guerre est devenue... aurait des dégâts énormes. Donc il faut éviter la guerre. Il y a des batailles, mais il n'y a pas de guerre entre nations. Mais il y a d'autres menaces que j'ai citées, et en fait, qui devraient être évoquées par un département public, national. Voilà. Alors, j'arrive à un paragraphe dans lequel je vais devoir lire, parce que c'est plus de la lecture. C'est l'état du monde. C'est un constat. L'état du monde dégradé est un constat. Et là, je vais vous lire. La Terre, concernant la lecture, bon, j'ai vu que les paragraphes précédents, bon, pourraient être réécrits différemment. J'ai exprimé des choses par instinct, et donc l'instinct n'est pas toujours aisé, n'est pas toujours facile dans l'écriture, mais on peut le réécrire, et c'est la réécriture qui améliore, et je me rends compte que mon texte, bon, il y a des idées à restructurer, mais bon, l'idée est là.
Par contre, sur la dégradation des conditions de la planète, ça c'est mieux écrit, donc je peux le lire. La Terre est l'exceptionnelle planète vivante du système solaire et sans aucun doute du proche univers. Quand je dis du proche univers, c'est mon opinion à moi. Et si ce n'est pas une opinion, il faut essayer de considérer cela comme vrai. Pourquoi pour ne pas placer de solutions dans le désespoir. Il faut se dire que voilà, Dieu n'existe pas et qu'on est la seule planète. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc par rapport à ce constat, par rapport à cet état, comment est-ce qu'on va continuer? Alors, Homo sapiens existe depuis plus de 300 000 années, je crois même un peu plus, mais son échéance n'est plus assurée pour la prochaine centaine d'années. On a vécu 300 000 ans et on n'est pas assuré pour les 100 prochaines années. Il faut réaliser cela. L'idée d'une fin de monde devient réelle. Nous avons enclenché un compte à rebours à l'encontre de notre unique planète vivante. L'activisme humain a appauvri les immenses richesses de la Terre, réduit la diversité des vies et de leur délai d'existence. Un grand nombre d'espèces animales et végétales a disparu. Le processus inébranlable se constate au présent et les menaces vont encore s'accentuer pour les prochaines décennies. La réalité approche d'une forêt sans bêtes, d'une mer sans poissons, d'une atmosphère sans oiseaux. Les destructions mondiales sont un feu d'étincelles à l'échelle généalogique. Les destructions mondiales sont un feu d'étincelles à l'âge géologique. Un feu d'étincelles à l'âge géologique. Chaque jour, en toute impunité, nous tuons l'existence de crimes contre la diversité. Les ressources s'amenuisent, les espèces disparaissent, les cultures en déperdition. Les gouvernements se soucient de commerce et de performance, de production, d'industrialisation, de réseaux commerciaux, d'exploitation, de stocks d'or, de cours du dollar, plus que de la pollution de l'air, de la rupture de la chaîne alimentaire, du dérèglement climatique, de la fonte des glaces, de l'occupation de l'espace, de la disparition des espèces, de la minorisation agricole, de la faible reproductivité des espèces. Les pires prévisions de l'écologie se sont avérées. Il ne s'agit pas de désapprouver leurs constats, ni même de douter, mais de les établir en hypothèses probables auxquelles les gouvernants adapteront des réponses préventives et de solutions actives. Les sciences biologiques ont suffisamment décrié leurs alertes pour rappeler les gouvernants à l'action et à des déclarations publiques sur les objectifs universels et naturels. L'insuffisance d'appréciation de nos excès portera ses conséquences sur un futur immédiat sans que nous ne soyons redevables. Il est anormal qu'une génération exclusive abuse des ressources, que des citoyens stressent plus que leurs gouvernants, que les politiques n'agissent pas. Il y a urgence. On ne peut pas transmettre un monde de souffrance. La responsabilité collective oblige à un renouvellement d'un monde que nous aspirons à transmettre. Il serait immonde de clamer l'honnêteté d'un présent qui se délecterait du futur. Outre la gestion d'un contexte tourmenté, la tâche des gouvernants est de considérer les pires prédictions afin d'anticiper pour protéger les populations. Toute politique consciencieuse apprécie ses effets sur les années qui suivent. Les conditions du monde perturbé obligent à une conscience universelle et une compétence de gouvernance mondiale parce qu'il s'agit d'un patrimoine collectif à protéger. La perspicacité se suffirait de peu. Je vous avais dit dans le paragraphe précédent, on n'a pas besoin d'une réunion mondiale, juste quelques personnes adéquates, quelques contacts urgents. Et là, je vous dis, la perspicacité, c'est-à-dire que la réussite se suffirait de peu. Se suffirait de peu. Les appels d'angoisse n'exigent pas d'opinion majoritaire, mais une conscience politique. Mais la conscience politique d'une élite éclairée qui informe des dangers qui guettent la collectivité. Il suffit de l'entendre. L'intervention du pouvoir politique réagit en déclarant l'urgence, en décidant des mesures, en donnant les énergies nécessaires, en dictant les compétences civiles. Alors, je dis, on n'a pas besoin de la réunionnite mondiale, mais uniquement quelques gens compétents. Pourquoi?
je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de la toxifolia, mais la toxifolia vient de quoi? Elle vient d'un chercheur qui a constaté cela. Et il a réussi à se faire entendre, d'abord par un média, et ensuite ça a été porté en alerte sur toute la Méditerranée. Alors, dans le bouquin, j'ai cité l'exemple d'un homme dont je ne connais pas le nom, mais qui a sauvé les arbres séquoias. Vous savez, les arbres séquoias, ce sont ces arbres qui ont 2 ou 3 000 ans d'âge. Et les bûcherons menaçaient de les couper. Et donc, au début du 19e siècle, cet homme, dont je ne connais pas le nom, a interpellé le président Jefferson, mais je ne suis pas sûr que ce soit le président Jefferson. Enfin, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais bon, je me souviens de l'événement, je ne connais pas les détails, mais c'est lui qui a contacté le président et qui a demandé de préserver ces arbres qui étaient 2 à 3 fois millénaires. Et donc le président des États-Unis à l'époque avait pris une mesure contre l'abattage de ces arbres que nous avons encore à ce jour. Et alors, bon, quelques-uns ont été sauvés, mais vous imaginez tout ce que la planète a perdu. Alors il suffit d'un homme, bien sûr qu'il suffit d'un homme. Par exemple, le programme nucléaire américain est dû à un homme. Un homme et pas un Américain, il est dû à Léo Szilard. Léo Szilard était un Hongrois physicien qui avait fui bien sûr le nazisme, mais il avait observé les progrès en physique réalisés par les physiciens italiens Stresemann et allemands et nazis sur la fission de l'atome et comment on appelle ça, la fusion, l'explosion en chaîne. Et donc, à partir de cette réussite physique, il comprenait qu'on pouvait fabriquer une bombe d'une puissance qu'on n'a jamais vue à ce moment-là. Et donc, Léo Szilard s'est réfugié aux USA et il a voulu contacter le président des États-Unis. Mais comment est-ce qu'un citoyen peut contacter le président des États-Unis? C'est pas possible. Et donc ça, c'est le côté démocratie participative. Si on ne respecte pas l'opinion civile, si l'opinion ne monte pas, c'est délicat. Mais alors, qu'a fait Léo Szilard? Léo Szilard a contacté Einstein à l'époque, Einstein qui était la grande vedette, le grand connaisseur, et il a dit 2 mots à Einstein. Vous imaginez bien, Einstein est un physicien, il a tout de suite compris, et alors il sollicite un rendez-vous avec le président des États-Unis, et il lui explique, voilà, avec les progrès de la physique, on peut faire une bombe qui détruirait une ville, une armée, un bataillon, vous imaginez. Mais c'est une arme d'une puissance. Et donc, de suite, le président Roosevelt décida d'aménager, enfin de construire, de fabriquer une bombe de ce type-là avant les Allemands. Et puisque les Allemands avaient déjà une avance, et donc dans le secret total, à Los Alamos, il y a eu tout un programme pour développer une bombe atomique. Bon, dans un autre endroit, j'ai aussi parlé de cet exemple de Léo Szilard, mais c'est pour vous dire qu'un individu peut éveiller la conscience politique. Un autre qui est excellent, c'est Yann Arthus Bertrand, qui a fait un film, le film Home. Je trouve que ce film est extrêmement marquant, puisqu'il est tellement clair avec ses images, et il peut, en tout cas, il donne une alerte mondiale. Et je crois que c'est un film académique que l'on doit voir. Alors, donc vous voyez, il suffit de peu pour pousser l'alerte, mais aussi faudrait-il que l'on puisse entendre. Aussi faudrait-il que c'est... Moi, ça me fait marrer, parce que le président Macron, par exemple, il rencontre des gens dans la rue et il leur donne toute la considération, parce qu'il y a une fille qu'il a vue dans un avion, il lui dit allez, je vous invite à un séminaire, parce qu'il voit un concierge d'immeuble, alors il essaye d'échanger comme si on allait lui donner un truc d'intelligent. Et il y a des scholars, c'est-à-dire des gens qui connaissent, qui ont fait des études. Ceux-là, ils ne les écoutent pas. Et je trouve ça, Macron est un peu... je veux dire, il faut écouter, mais il faut écouter les gens qui ont du poids, qui ont quelque chose à dire. Et il faut leur laisser la place pour qu'ils puissent dire quelque chose. Il écoute un imbécile là, qui a fait un livre, je m'excuse, j'ai oublié son nom, qui a fait un livre qui a raconté que Macron l'a reçu à un dîner. Mais il a des idées extrêmes, mais qu'est-ce que tu vas apprendre de ce gars-là? Enfin bon, mais quand même, il faut l'écouter. Bon, lui, il fait des menaces, il parle, bon, on l'écoute, il a raison. Mais
Mais bon, il faut écouter quand même, ça fait partie de la démocratie participative. Alors, en ce qui concerne la nature, nous n'avons pas de mesures euh, déterminantes, fortes, puissantes. Les experts de la nature ne sont pas parvenus à l'équivalent de mesures contre l'extrême dégradation du monde. L'action politique s'avérerait, l'action politique s'avérerait plus inspirée par la mort qui frappe que par la mort qui vient. La mort qui frappe que la mort qui vient. Pourquoi? Parce que l'épreuve du Covid a apporté une alerte inédite. Et donc, de suite, on a pris des mesures. Elle montre la capacité des gouvernants à prendre des mesures immédiates à l'échelle mondiale. La pandémie faucherait des millions de vies et tous les pays se sont accordés pour appliquer de sévères mesures contre l'économie afin de stopper cette expert est parvenu à imposer de strictes mesures contre l'activisme économique et de sévères perturbations du modèle capitaliste. Le danger sanitaire a obligé au confinement social qui nous recentre sur nos activités vitales. Donc je fais indirectement ce que je veux dire, c'est que la dégradation du monde, elle ne, vous savez, la perturbation du Gulf Stream, c'est quelque chose de très grave, avec de lourdes conséquences. Personne n'en parle, on ne prend aucune mesure pour la protéger. La fonte des glaces, elle a aussi des dégâts. Et il y a beaucoup de choses sur l'environnement qui sont catastrophiques. Il y a quelques années, nous avions parlé du trou dans la couche d'ozone, bon, on a pris des mesures. Mais il n'y a rien encore de strict. Par contre, pour cette pandémie de grippe, tout de suite, on a pris des mesures immédiates parce que c'est la mort directe. Mais la mort qui va prendre du temps pour venir, et c'est pour ça donc je vais encore vous répéter ma phrase du début, la politique est plus inspirée par la mort qui frappe que par la mort qui vient. Voilà. Donc cette pandémie du Covid nécessitera de nombreuses études pour apprécier les impacts, esquisser les vies nouvelles dans un monde respectueux de son environnement. Parce qu'il va falloir faire des analyses financières, sociales, psychologiques, biologiques, écologiques, économiques, industrielles. Voilà. Bon, ça c'est dans les recommandations. Il faudra nécessairement faire un bilan de ce corona. L'idée d'une fin de monde tient l'intérêt de repenser l'organisation de la société. À ce jour, le capitalisme se fout des contradictions. La priorité est à la globalité d'un monde malade, en cause de l'activisme marchand qui se paye le luxe de l'inutile à l'encontre des autres et du super collectif. Bon, je vais sauter ce paragraphe. Et là, j'ai un paragraphe un peu assez fort. Le capitalisme correspond à un système de vente pyramidal d'un procédé dénoncé par la justice des hommes en tant que moyen d'escroquerie. Pourtant, il est ignoré dans l'exploitation exponentielle des ressources de la planète. Ce qui est interdit aux hommes au nom de la protection du consommateur s'avère admis à l'échelle des ressources de vie. L'infraction n'étant pas établie, il n'y a pas de sanction. Vous connaissez le principe du droit. Il faut que l'infraction soit définie pour que nous l'ayons entravée. Si l'infraction n'est pas définie, eh bien, il n'y a pas d'entrave. Donc on peut détruire les ressources de la planète, on ne serait pas sanctionné, puisqu'on enfreint quelle loi? C'est une loi naturelle, oui, mais elle est définie nulle part. Les conditions de l'atteinte n'ayant pas été posées, la punition n'existe pas. Nous sommes en état de responsabilité non coupable. Nous sommes en état de responsabilité non coupable. Tout comme à Nuremberg, le massacre des masses n'ayant pas été posé, il n'y aurait pas eu d'atteinte au droit. Donc les dignitaires nazis étaient en droit de plaider non coupable puisque le massacre n'était pas prévu. Donc il a fallu qu'à Nuremberg,
avant de commencer, on a dénoncé un crime contre l'humanité pour pouvoir punir les dignitaires nazis. Alors là, nous sommes pareils par rapport à la nature, nous pouvons la détruire, nous pouvons faire tous les dégâts, il n'y a aucune sanction. Alors, les dignitaires nazis étaient en droit de plaider non coupable, ils se justifiaient de leur fonction, de l'état de guerre, du serment d'obéissance, d'avoir été aux ordres de l'État pour nier leurs responsabilités personnelles. Les criminels allaient-ils échapper à la justice? Le tribunal militaire a dû au préalable définir le crime contre l'humanité pour juger et punir les violations humaines, aux droits humains. De même, il faudra inventer le délit d'atteinte à la planète pour sanctionner les criminels et les États qui dégradent ou laissent faire les destructions de la nature. Les défaillances publiques doivent trouver leurs sanctions judiciaires. La planète est aussi vivante que les existences qu'elle porte. Elle tient des droits collectifs. Le désintérêt pour le support de nos vies est d'irresponsabilité essentielle. La gouvernance doit assumer ses obligations de protection du vivant et de la reproduction. Elle implique des règles de protection, de mesures urgentes, de sanctions. De suite, faudrait-il stopper la pêche intensive, le rejet chimique, les pollutions moteurs, etc. Nous sommes à un stade ultime de l'histoire. L'UNESCO défend le patrimoine universel autant qu'elle observe les destructions du patrimoine mondial. Cependant, elle ne se dispose pas à l'outil judiciaire d'un tribunal international pour sanctionner les atteintes contre le patrimoine environnemental. Nous avons là une organisation qui défend le patrimoine mondial, mais quand on détruit le patrimoine mondial, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle sanctionne? Donc, est-ce qu'elle est là uniquement pour fanfaronner ce que les gouvernements veulent protéger? Alors, le citoyen ou quelconque groupement devrait être apte à saisir un tribunal international contre les dégradations du patrimoine et sévir l'incompétence des gouvernants. Je viens de voir sur une vidéo une pollution d'une industrie chimique qui envoie cette pollution dans le golfe de Gabès. C'est un crime contre la faune marine. Et c'est une entreprise publique. Et si on ne peut rien contre ce gouvernement tunisien, mais on devrait pouvoir porter le gouvernement tunisien devant un tribunal international, devant le tribunal de l'UNESCO, le même auquel elle réclame une protection de son patrimoine. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, pour défendre son patrimoine écologique, culturel, etc. Je cite l'exemple de la Tunisie parce que je le connais bien, mais c'est certainement multiplié à tous les pays du monde. Alors, l'obligation d'intervenir. Le monde courserait à sa fin dans un avenir plus proche que prévu. Comment vivront les peuples dans un état de monde dégradé? Comment organiser les besoins vitaux dans un contexte perturbé? Après la disparition des dinosaures, viendraient-ils les mammifères? Vivrait-on un monde de microbes, de virus, d'insectes? Quel classement chronologique des fins d'espèces animales? Comment agir face à ces perceptions de chaos, d'état critique, de dysfonctionnement, de souffrance planétaire? Exagérais-je? Faut-il renvoyer la responsabilité sur un autrui de circonstances ou acheminer une mise en train? Ne voudriez-vous pas croire à un monde dégradé à cause des pluies acides, de pollutions diverses, de trous dans la couche d'ozone, d'un air irrespirable sans masque, d'une eau potable sans filtre, d'une peau protégée par les rayons? Pour le moins grave, il faudra envisager les ruptures d'énergie, les crises de production, la fin de la paysannerie, de la diversité biologique, du changement climatique, des modifications de la consommation, des répercussions sur la société. D'autres inquiétudes concernent les déstructurations sociales, la guerre des sexes, l'individualisme, le communautarisme, les ruptures familiales, l'équilibre alimentaire, les valeurs sociales, l'évolution des mentalités. Il ne s'agit pas de stresser les populations qui auront le temps de mourir,
mais de prévenir et préparer à des solutions pour les prochaines générations. Il ne s'agit même pas de douter de l'état d'un monde dégradé et des pires scénarios, mais de les considérer possibles et probables afin de préparer les réflexions pour des plans de sauvegarde et des solutions applicables. Ces questions, ces questionnements ne sont ni de droite ni de gauche, ils sont de droite et de gauche, soumis aux mouvements sociaux, proposés à tous les états idéologiques, autant vus sous l'angle microsocial que macroéconomique, sous l'angle des thèmes économiques de l'agriculture, de l'entreprise, de la richesse, de l'environnement, de la géostratégie, de la relation au monde, de l'humanité entière. Il concerne les études de prospective pour interroger les conditions de production, de consommation d'énergie, de famille, de valeurs sociales. La responsabilité impose la bonne intention pour déclarer l'obligation de prévenir et d'agir. Nos contemporains tiennent la responsabilité de nos excès. Faute de transmettre un monde viable, soumettons tout au moins les clés du diagnostic et de la sauvegarde. La gouvernance identifie les risques, profile les réponses, prépare les exercices d'alerte et les plans de solution. Des idées d'une journée sans sont d'utilité pour préparer l'organisation sociale au manque d'une journée sans voiture, d'une journée sans électricité, d'une journée en confinement, enfin d'une période sous confinement, d'une période sans magasin. Ces moyens de cure permettraient de roder nos résistances et organiser nos dépendances, rappeler les essentiels de l'existence. Les USA ont développé d'intéressantes expériences de l'autosurvie qui serviraient encore la prospective. Les scénarios catastrophes ont leur utilité. Produits d'une littérature de fiction, ils agiraient de manière préventive sur les états de risque et de recomposition des alertes. Sous observation publique, ils seraient soutenus par des commandes, des travaux d'études, des dissertations d'examen ou d'un prix fiction. La réflexion des auteurs nourrirait une intelligentsia vive au service du collectif, de l'être vivant et de sa planète. Alors là, je cite l'exemple du roman Le Cinquième Cavalier, qui nous a beaucoup éclairé. Alors, le merveilleux roman Le Cinquième Cavalier de Collins et Lapierre approchait une fiction à la réalité politique. Il éveillait sur la disposition d'un armement nucléaire entre les mains d'un pouvoir immature, revanchard et déterminé. Le roman se mettait dans la cohérence d'un dictateur nauséabond et rusé qui portait un projet fou de détruire New York. Seule une superbe intelligence permettrait de déjouer ces projets. Le roman prévenait d'une réalité de la revanche nucléaire, d'un risque avéré à une époque de démantèlement de l'URSS et du commerce des ogives nucléaires. Le roman inspira d'autres questionnements sur la sécurité des sites industriels et stratégiques. Parce que quand vous attaquez un centre chimique ou industriel, c'est l'équivalent d'une bombe, une bombe à domicile avec vos moyens. Donc c'est peu coûteux. Et donc là, on a mis en place des questions de sécurité. Et nous avons le fameux Nizar Trabelsi, que vous connaissez. Il est venu pour jouer au foot, il est venu pour une carrière professionnelle, et il n'a pas été accepté. Et donc le gars, il s'est recyclé dans le terrorisme. Et donc il envisagea de foutre une bombe sur un site industriel en Belgique. Il a été arrêté, il est en prison, et il purge une très longue peine de prison. Donc vous voyez, ce sont là des bombes à domicile. Alors, je ne lis pas tout, notre capacité de nuire implique notre obligation d'intervenir. Nous avons brisé la règle cyclique de l'existentiel. Faudrait-il de suite préserver la nature, stopper les feux, arrêter la pêche, filtrer les gaz, reboiser les sols, reconduire la vie des êtres, restaurer le corail marin? Prenons exemple sur les anciennes écritures pour refaire le monde en 7 jours, promouvoir les ressources écologiques et refaire les forêts, réintroduire les espèces et réinstaller le corail, faire renaître les océans, récupérer les eaux et recycler nos déchets pour accepter la sous-démographie et renforcer le corps social. Voilà, ça c'est une fin de chapitre. Le prochain chapitre concerne la dimension cyclique, c'est la théorie cyclique, c'est notre principe de fonctionnement,
Et lorsque l'on pose cette théorie cyclique, le politicien devient un ingénieur politicien. Le gouvernant devient un ingénieur politicien parce qu'il intervient sur une mécanique. Il comprend comment ça marche et à partir de là, il dénoue les nœuds pour permettre l'évolution cyclique qui est la règle essentielle de l'existence. Et c'est pour ça que je dément les perceptions, les conceptions économiques pour rappeler l'essentiel. Et je vais juste vous terminer. Pour comprendre cela, il faut, avec l'anecdote de Thalès de Milet. Thalès de Milet est en train de regarder le ciel, il ausculte le ciel, il essaye de comprendre les astres, et donc il se pose de très très grandes questions, et Thalès de Milet tombe dans un puits. En fait, c'est là la question. Et de ce puits, il ne sait s'en sortir. Et nous aussi, nous construisons d'énormes théories, et en fait, nous oublions l'existentiel. Nous portons des idées, nous oublions la terre qui nous porte. Nous oublions le fondement de chaque jour où nous avons besoin de boire et de manger et d'une collectivité de se reproduire, etc. Donc c'est ça le but de... C'est ça l'image que je fais entre Thalès de Milet qui, à force de voir le ciel, ne voit pas le puits qui le menace, et c'est une analphabète qui vient le sortir en rigolant de lui, en se moquant de lui. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Ciao.